Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du 1945. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine qui s'annonce riche en informations. Nous sommes le lundi 4 novembre 2024, voici le sommaire de ce journal. Un colloque international et scientifique sur l'économie sociale et solidaire s'est ouvert aujourd'hui à Abidjan. On fait le point dans cette édition. Lutte contre l'insalubrité, le district d'Abidjan fait le grand ménage à Adjamé Liberté. Et rebondissement dans la crise à la Fédération ivoirienne de taekwondo, plus de 200 clubs apportent leur soutien à Jean-Marc Yassé. On ouvre cette édition avec le colloque international et scientifique sur l'économie sociale et solidaire qui s'est ouvert aujourd'hui à Abidjan sous la présidence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il faut savoir, contrairement aux modèles économiques traditionnels axés principalement sur le profit, l'économie sociale et solidaire met l'accent sur le bien-être collectif et le développement durable. 2 jours durant, plusieurs experts d'Afrique et d'Europe vont partager leur expérience et les défis à relever sur ce modèle de gouvernance. André Sémian, Mohamed Sen et Félicien Biaou. L'économie sociale et solidaire, ESS, est un modèle économique alternatif fondé sur des principes de solidarité, de coopération et de durabilité. Ce modèle se distingue par des initiatives économiques et sociales qui placent l'humain ainsi que les valeurs de solidarité et de démocratie au cœur de leurs actions. L'économie sociale et solidaire joue un rôle essentiel dans la réduction des inégalités. Mobiliser chercheurs, institutions et acteurs des organisations de l'ESS pour explorer les perspectives de son développement futur est l'objectif principal de ce colloque. Tous, nous avons l'occasion d'une part d'explorer comment l'ESS peut contribuer à la création d'emplois, à l'autonomisation des communautés et à la promotion de la justice sociale en Afrique, et d'autre part d'examiner comment les initiatives de l'ESS peuvent répondre aux besoins locaux, tout en s'inscrivant dans des objectifs de développement durable et inclusif plus larges. En Afrique, l'économie sociale et solidaire, ESS, est reconnue pour son potentiel à relever des défis de développement tels que la pauvreté, l'exclusion sociale et le chômage grâce à une longue tradition de pratiques économiques communautaires et solidaires. De nombreux pays africains ont intégré des éléments de l'ESS dans leur politique de développement. Selon une étude de l'Organisation internationale du travail, OIT, les coopératives et autres structures de l'ESS en Afrique ont généré des millions d'emplois, souvent dans des régions où les opportunités sont limitées. Cela a un impact direct sur la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie. La Côte d'Ivoire, pays hôte de ce colloque, vise à s'inscrire durablement dans l'économie sociale et solidaire pour le bien-être de ses populations. L'intégration de l'ESS dans la vision Côte d'Ivoire 2030 est essentielle pour propulser notre pays vers un avenir prospère. En visant à devenir un pays à revenus intermédiaires dans la tranche supérieure d'ici 2030, nous nous engageons à soutenir pleinement l'économie sociale solidaire pour atteindre cet objectif ambitieux. J'ai donc bon espoir que les recommandations pertinentes qui sortiront de vos réflexions seront utiles pour orienter et consolider les actions de nos États en matière d'économie sociale et solidaire. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire son taux de pauvreté, actuellement de 37% à 20% d'ici 2030. Cette ambition repose sur la formalisation et l'application de l'économie sociale et solidaire par les autorités du pays. C'est une initiative significative pour les États africains qui souhaitent faire bénéficier l'ensemble de leur population des retombées positives de leur croissance économique. Sur le fil de l'actualité nationale, le district autonome d'Abidjan a lancé le 1er novembre dernier une opération de libération des emprises à Adjamé Liberté visant à lutter contre l'insalubrité et le désordre urbain. Cette initiative, soutenue par les autorités locales, a pour objectif d'améliorer le cadre de vie des résidents de 220 logements avec des mesures d'accompagnement pour les commerçants. Félicien Biaou. Ce vendredi 1er novembre 2024, des bulldozers se sont invités aux 220 logements d'Adjamé Liberté pour libérer les emprises obstruées par les commerces et autres constructions anarchiques. L'objectif, redonner son lustre d'antan à la belle commune d'Adjamé.
Selon Narcisse Ndri, conseiller spécial du ministre-gouverneur Cissé Bakongo, cette initiative vise à lutter contre l'insalubrité, le désordre urbain et les constructions précaires afin d'améliorer le cadre de vie des habitants de 220 logements. L'objectif poursuivi par cette opération, c'est qu'on veut offrir aux populations un meilleur cadre de vie. C'est un quartier bâti autour des années 62, 63, 64 et année après année, on a assisté à une sorte de dégradation. On a assisté à une prolifération de bâtiments autour et d'installations de commerce au pied même des bâtiments. Ce qui fait que la vie à l'intérieur n'était plus une vie saine parce qu'autour se développaient des fumoirs, des petits lieux de prostitution et de commerce interdits. Ndri a précisé que cette action s'inscrit dans le cadre des efforts pour décongestionner les voies de circulation et les cités, un problème préoccupant pour les commerçants et les habitants des cités de la zone à Djamé Liberté de 120 logements. Plusieurs commerçants ont partagé leurs sentiments face à cette opération. Le temps, il n'est qu'à voir le maire n'a jamais n'est qu'à voir. Avec Bakongo, ça ne nous arrange pas. C'est dans ça on paie nos maisons. Je ne suis pas mariée. C'est dans ça on paie maison. C'est dans ça je nourris ma maman, ma mère. C'est dans ça je paie le corps de mon enfant. Ils ont cassé le coin là, ça ne nous arrange pas. Je viens de perdre un chiffre d'affaires de presque 20 millions. Voilà, 20 millions. Les bagages sont quittés en Chine. Je n'ai pas eu le temps de vendre. Et voilà que je sors déjà les bagages. Voilà, donc j'appelle les autorités quand même à nous recenser et à nous donner quand même un site où on peut se débrouiller. Les responsables du district et les syndicats des 220 logements ont appelé la population à soutenir ces efforts pour un environnement plus salubre et organisé. Notre souci, c'est pour rendre agréable la vie des résidents de 220. Personne ne peut aller contre ça. Alors si on peut faire ça de façon responsable, sans endommager quoi que ce soit, alors ça va dans la vie des propriétés des résidents. Ndri Narcisse a également assuré que des actions d'accompagnement seraient mises en place pour les personnes touchées par cette opération. On a même demandé aux femmes commerçantes de se recenser, celles qui ont été impactées. Une fois qu'on aura la liste, on passera ça au peigne fin, une vérification sera faite. Chacune d'elles, on vérifiera leur existence sur la base des paiements de leurs taxes et autres, et on fera ce qu'il y a lieu de faire. Pour rappel, cette initiative fait suite à la visite de terrain effectuée par le ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo le 29 octobre autour du cinéma Liberté et du rond-point des 220 logements. Autre sujet d'actualité, la foire régionale de l'emploi des jeunes axée sur l'autonomisation économique pour l'éradication du travail des enfants a rassemblé plusieurs centaines de jeunes à Soubré dans la région de l'Anawa du 31 octobre au 2 novembre dernier. Cet événement connu sous le nom de Bara a offert aux jeunes entrepreneurs des ateliers et des formations stratégiques suivant cet élément de Barthélémy Badéoli et Henri Dianamé. Autonomisation économique des jeunes pour l'éradication du travail des enfants. C'est sous ce thème que s'est tenue la foire régionale de l'emploi des jeunes du 31 octobre au 2 novembre 2024. Cet événement baptisé Bara, soutenu par l'Office international du travail et l'UNICEF, a rassemblé plus de 300 jeunes venus de divers horizons de Côte d'Ivoire. Ces jeunes entrepreneurs ont eu l'opportunité de participer à des ateliers, des panels, des formations et des orientations stratégiques pour faciliter leur insertion professionnelle. Le projet est mis en œuvre dans 2 zones d'intervention, la sous-préfecture de Mbato, dans la région du Moronou, et celle de Grand Zatri, dans la région de la Nawa. L'objectif est d'améliorer la visibilité des entreprises au niveau régional pour réussir le recrutement en apprentissage et en emploi, grâce à un large éventail de candidatures de jeunes. Cela constitue également une occasion pour l'OIT et ses partenaires d'encourager les acteurs régionaux à promouvoir la politique de l'emploi des jeunes dans leurs domaines respectifs. La foire régionale de l'emploi, Bara, a été marquée par la remise de diplômes de participation et de trophées aux jeunes porteurs des meilleurs projets, suscitant ainsi une satisfaction totale parmi les initiateurs et les participants. Je voudrais inviter chacun d'entre vous à profiter pleinement de cette foire. Engagez-vous dans les discussions, posez des questions et n'hésitez pas à partager vos idées. C'est ensemble, à travers notre coopération, que nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour les jeunes et les enfants de la région de Nawa et au-delà. Moi, je suis vraiment heureuse et ce que je peux dire à tous les jeunes, c'est que nous qui sommes allés à l'école, qui avons des diplômes et tout ça, on a l'habitude de se plaindre en disant que c'est difficile, il n'y a pas de travail au pays, on s'assoit à la maison. Mais tout ce qu'on a appris à l'école,
ça peut nous permettre de pouvoir nous créer des emplois. J'ai voulu concilier en fait ma passion qui est la production des jus avec ma formation qui est la microbiologie nutritionnelle. Et c'est à travers ça que j'ai créé l'entreprise Anilais. Donc, ça fait maintenant 6 mois que j'ai commencé. En sport, la crise au sein de la Fédération ivoirienne de taekwondo connaît un nouvel épisode ce lundi avec cette déclaration de soutien de 237 clubs actifs. Ces derniers qui se disent fidèles aux principes et aux valeurs démocratiques apportent leur soutien inconditionnel à Jean-Marc Yassé. Ils appellent également les autorités sportives et gouvernementales à mettre un terme à cette crise qui met à mal les activités de la Fédération. Les explications de Tchelina Lebonsoro et Karel Dablé. À la Fédération ivoirienne de taekwondo, 2 branches s'affrontent. D'un camp, Jean-Marc Yassé, et de l'autre, la branche dissidente avec à sa tête Ali Diomandé. Dans ce bras de fer, plusieurs voix font écho. 237 clubs actifs ont lancé ce lundi une pétition pour exprimer leur désaccord face à la division au sein de l'organe de régulation du taekwondo en Côte d'Ivoire. Selon nos statuts et au regard des procédures en vigueur, ces actes ne respectant pas les procédures statutaires ne sauraient engager que les auteurs, car nous ne nous y reconnaissons nullement. Réunis en tant que communauté engagée dans la promotion des valeurs sportives et humaines, tenons à exprimer notre ferme opposition à tous les actes antidémocratiques qui menacent les principes fondamentaux de la justice, de l'égalité et du respect des droits humains. Le collectif des maîtres de salle et président représentant 237 clubs actifs attachés aux principes et valeurs démocratiques du taekwondo appelle les athlètes et le gouvernement à prendre des mesures pour mettre fin à cette crise qui menace de compromettre les efforts et les acquis de la fédération. Aussi, appelons-nous également les instances sportives et gouvernementales à prendre des mesures concrètes pour garantir la protection des droits humains et favoriser un climat de paix et de dialogue à travers le respect sans faille de nos statuts, piétinés par ces individus qui rament à contresens de nos principes fondamentaux. Par ailleurs, nous invitons les maîtres de salle afin que, ensemble, unis par notre passion pour le taekwondo et notre engagement envers la justice, nous puissions faire entendre notre voix, faire barrage à la forfaiture et contribuer à un avenir meilleur pour tous. Pour finir, nous, maîtres de salle, au nombre de 237, tous signataires de la pétition pour le respect des principes et des valeurs démocratiques du taekwondo, réaffirmons notre ferme soutien au président Jean-Marc Yassé, élu démocratiquement. Pour mémoire, après la déclaration de 175 associations de taekwondo demandant la démission de Jean-Marc Yassé et désignant Ali Diomandé comme son remplaçant, Jean-Marc Yassé a rompu le silence le 21 octobre dernier en condamnant cette assemblée générale qu'il a qualifiée de réunion illégale, ne respectant pas les textes régissant la Fédération ivoirienne de taekwondo. En attendant de résoudre cette crise au sein de l'institution, la Fédération a publié un communiqué le 26 octobre dernier, signé par Yassé, annonçant la suspension immédiate de toutes les activités liées au taekwondo en Côte d'Ivoire, suite à une décision du ministère des Sports et du cadre de vie. On poursuit cette édition à l'international. Regard sur le monde. Ce soir, au Tchad, des tensions militaires poussent la présidence à envisager un retrait de la lutte multinationale contre les djihadistes. En Ouganda, la foudre frappe tragiquement un camp de réfugiés causant la mort de 13 enfants. Et en Espagne, les secours poursuivent une course contre la montre après des intempéries meurtrières. Aux États-Unis, la campagne présidentielle bat son plein avec une intensité particulière à l'approche du scrutin. Les détails avec Karel Dablé. Au Tchad, le président envisage le retrait du pays de la force multinationale mixte, une coalition de 5 pays mobilisés contre les groupes djihadistes dans la région du lac Tchad.
Dans un communiqué officiel publié le 3 novembre, le gouvernement a critiqué le manque de coordination au sein de cette force en référence à l'attaque meurtrière du 27 octobre dernier qui a coûté la vie à une quarantaine de soldats tchadiens. Le président Mahama Idriss Déby, en visite sur le terrain pour superviser l'opération Askanit, a promis de traquer les assaillants et a appelé à un renforcement des moyens de renseignement, de logistique et de communication pour améliorer la riposte face à ces menaces. En Ouganda, 13 enfants décédés dans un incendie. Une tragédie a frappé le camp de réfugiés de Palabek, situé dans le district de Lamwo. Un violent orage a provoqué un incendie dans une église de fortune pendant une prière, entraînant la mort de 13 enfants et d'un adulte, tout en blessant 34 autres personnes. Cet incident, survenu en pleine saison de pluie, a plongé la communauté de réfugiés sud-soudanais dans le deuil. Les autorités s'organisent pour identifier les victimes et fournir un soutien essentiel aux familles touchées par ce drame. En Espagne et plus précisément à Valence, le bilan est lourd, avec au moins 217 morts. Les opérations de secours se poursuivent dans une course contre la montre après une catastrophe naturelle d'une ampleur dévastatrice. Depuis le début de la semaine, des équipes de sauveteurs et des volontaires travaillent sans relâche pour retrouver d'éventuels survivants parmi les décombres d'habitations et de commerces inondés, y compris le grand centre commercial Bonaire. Le bilan humain est lourd, avec au moins 217 morts et des dizaines de disparus, tandis que l'ensemble du pays suit ses efforts de sauvetage avec espoir et appréhension. Aux États-Unis, jour J-1 pour l'élection présidentielle qui entre dans sa phase finale. Kamala Harris et Donald Trump intensifient alors leurs efforts dans les États clés. Harris multiplie les rassemblements, notamment auprès de la communauté arabo-américaine, dans le Michigan, où le soutien à l'administration actuelle est mis à l'épreuve en raison des tensions géopolitiques. Trump, quant à lui, mise sur les thèmes de l'économie et de la sécurité lors de ses rallyes en Géorgie, réaffirmant que seule une fraude pourrait expliquer une défaite. La mobilisation est exceptionnelle, avec plus de 77 millions de votes anticipés déjà enregistrés. Les deux candidats préparent une dernière journée de campagne intense avant le scrutin. Harris prévoit de passer toute la journée en Pennsylvanie, un État crucial offrant 19 grands électeurs, tandis que Trump planifie 4 rassemblements dont 3 États, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Michigan. Les sondages indiquent une course serrée dans plusieurs États pivots, avec des écarts très faibles entre les deux candidats. Cette situation ajoute à l'incertitude du résultat final et souligne l'importance cruciale de chaque vote dans ces états décisifs. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. On se retrouve demain à 12h45 pour l'édition de la mi-journée et celle du soir dès 19h45. La suite du Grand Talk, c'est dans un instant. Bonsoir.